plus à présenter, hein. Du conseil pour des fonds, de la gestion, BFM tous les jours. Jean-Louis Cussac, donc, qui travaille énormément aussi sur le CAC 40. Donc, pour tous ceux qui traitent sur indice et qui voulaient avancer sur les techniques de trade sur indice, on s'est dit que ce serait une très bonne idée de vous en faire profiter. Donc, concrètement, Jean-Louis arrive. On lui donne à peu près 1h15. Si vous avez envie de poser des questions comme avant, n'hésitez pas. Jean-Louis donc sera sur le CAC et l'Eurodoll, donc ce sera de l'analyse de marché live par rapport à ce qui se passe actuellement. Ensuite, avec Nadia, on reviendra sur les prévisions de moyen terme. Petite pause, et ensuite introduction à l'Ishimoku, puis analyse croisée, puis session de questions-réponses. Voilà comment va se rythmer l'après-midi. Donc, bien écoutez, profitez bien, n'hésitez pas à poser des questions, à venir nous voir pendant les pauses, et n'oubliez pas donc la plupart des informations sur lesquelles on est revenu vous seront envoyées. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, Jean-Louis, je te laisse la Bon, eh bien, bonjour tout le monde, je suis Jean-Louis Cussac, je suis trader pour compte propre. À l'occasion, une fois par mois, je fais des formations pendant une semaine et j'anime un forum avec des particuliers, professionnels, donc ça va du débutant au plus grand expert au monde. C'est un forum sur lequel où je propose en temps réel des trades. Voilà, donc ce matin, on a vendu tel que je l'avais proposé sur BFM, si je ne sais pas, pour ceux qui m'ont écouté, à 10h. Et puis on a racheté, on vend, et toute la journée on est ensemble, de 8h du matin à 19h le soir. Voilà, alors moi je suis analyste, mais je suis à la fois trader. Je fais vraiment les deux, je pense que c'est ce qui rassure aussi les gens qui me suivent. Donc là, moi j'ai pas de PowerPoint, j'ai rien, j'ai un graphique, enfin j'ai tous les graphiques que je veux là, et je vais vous proposer des idées. On va partir un peu sur des périodes longues, puis on va revenir sur du court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène dans la salle. Enfin, on peut toujours essayer de répondre en direct live. Je ne vois pas grand-chose parce que j'ai des spots dans la figure. En plus, avec mes lunettes, ça brille. Enfin, je ne vois pas bien, mais bon. S'il y a quelqu'un qui lève la main, qui n'hésite pas à poser une question. Donc on peut parler de plein de choses, hein. Moi, je peux m'intéresser à n'importe quel graphique, mais essentiellement, je fais du CAC 40, des contrats futurs. Je travaille sur les futurs, sur les CFD, quand c'est nécessaire. Je travaille sur les options. Je travaille sur l'euro-dollar. Je travaille sur l'euro-dollar Forex. Je travaille sur l'euro-dollar futur. Je travaille sur les options euro-dollar gré à gré Forex. Je travaille sur les options listées euro-dollar. Il faut savoir qu'il y a des contrats Forex, mais aussi il y a des contrats standardisés de type futur CAC 40, donc futur euro-dollar. Voilà, moi je touche un peu à tout, je fais beaucoup d'actions. Ce matin, je me suis bien éclaté sur Ibrigenix, vous regarderez, elle est partie comme une bombe, elle a gagné jusqu'à 34%, elle est revenue en arrière, elle est remontée. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus, vous voyez, sur des small caps. Je travaille sur des very small, ça ne me dérange pas. Je travaille sur des moyennes, enfin voilà, tout ce qui bouge. Alors évidemment, j'ai 8 écrans devant moi. Les 8 écrans, en fait, c'est pour ne pas rechercher en permanence des choses. Donc j'ai des alertes partout, j'ai des systèmes partout qui font que ça clignote et ça m'alerte, j'analyse et je prends des décisions. Tout ce que je fais en trading, c'est basé sur des choses simples. Parce que entre le moment où, par exemple, j'ai une alerte qui se met en place sur un marché, je regarde la valeur. Entre regarder la valeur, passer l'ordre, réaliser l'opération, temps moyen, 5 secondes. Vous voyez, il ne faut pas mettre 2 heures à regarder l'écran, à se poser des questions métaphysiques. Et c'est comme ça qu'on est efficace. Sinon, le marché ne vous a pas attendu. On est des milliers à vouloir choper Ibrigenix dans des bonnes conditions. Je peux vous dire que quand ce matin je l'ai travaillé, si j'avais attendu, je ne sais pas, moi, 10 secondes de plus, peut-être que j'aurais... D'abord, l'hésitation entraîne l'hésitation.
Et puis l'hésitation entraîne qu'on rentre toujours dans une situation qui devient elle-même hésitante, puisque si on a encore l'occasion de le faire après 10, 15, 20 secondes, voire sur des délais plus longs, c'est que le support qu'on est en train de travailler est en train d'hésiter. Donc s'il avait boosté comme on aurait voulu qu'il booste, ben c'est trop tard, il ne faut plus rentrer. Souvent je dis à mes élèves, je leur dis, mais vous êtes en train de vous poser la question d'entrée au moment où moi je suis en train de me poser la question de sortir. Voilà, principe de base. Bon, il y en a plein, on ne va pas les revoir aujourd'hui, mais bon. Alors, comment je vois les marchés? On va parler du CAC 40, on va commencer par là. Alors, je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler lors du dernier salon. Perspective long terme. Je ne sais pas pour ceux qui m'ont suivi en septembre dernier, j'avais expliqué que pour moi, 2006, 2007, 2008, le marché il était sur des points sur lesquels il fallait plutôt se poser la question d'acheter que plutôt se poser la question de vendre, premièrement. Donc, moi j'étais plutôt acheteur sur ces niveaux. Il y avait encore des problèmes de timing, mais il fallait plutôt acheter. Et j'ai clairement expliqué que, lors de débats même, que mon objectif de rebond pour 2012 était à 3450 au minimum donc, et que par rapport à ce niveau, on devait au moins marquer une pause. Voilà. Pourquoi j'ai réfléchi, enfin pourquoi j'ai choisi ce scénario? Pour plusieurs raisons. Il y a des raisons techniques et des raisons fondamentales. Donc je ne fais pas abstraction totalement du fondamental. Le fondamental va me servir à faire, je dirais, parler mon bon sens, tout simplement. Je ne suis pas un spécialiste d'analyse fondamentale pour peu en plus qu'on nous dise la vérité, hein, ce qui n'est pas certain. Donc, je me fais une idée comme tout le monde, et puis je me dis, bon, est-ce que les menaces sont là, est-ce qu'il y en a, est-ce que beaucoup, peu, etc. À l'époque, j'avais expliqué que si les 15 plus petites pondérations du CAC déposaient le bilan, le marché perdait 11%. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais dit sur BFM, et sur BFM j'avais fait un truc exprès pour marquer les esprits. J'avais lu, et c'est très long, j'avais lu les 15 petites pondérations du CAC. Dans les petites pondérations du CAC, il y avait EDF, Safran, Bouygues, enfin. Et je leur avais dit, voilà, si ces 15 valeurs déposent le bilan, le CAC perd 11%. C'était pour marquer les esprits. Ça voulait dire que pour que le CAC continue de baisser, il fallait que les plus grosses pondérations, aujourd'hui par exemple, je crois que les 8 plus grosses représentent 60% à peu près du CAC 40, il fallait donc que ces grosses valeurs, surtout si on visait comme beaucoup 1700, divisent par 2 presque, pour que le CAC 40 continue de baisser. C'est-à-dire qu'il y avait celles qui s'étaient effondrées et qui valaient presque plus rien, et d'autres qu'il fallait qu'ils s'effondrent encore pour que le marché continue de baisser. Mais à un moment donné, le marché, ça devient incompressible. C'est-à-dire que pour que le marché se casse la figure, il fallait que Total se casse la figure, que Sanofi se casse la figure, c'est-à-dire qu'elle continue de baisser énormément. Donc il fallait que les plus belles valeurs s'écroulent. Moi, ça me paraissait difficile. Ensuite, il y avait un autre problème. C'est-à-dire que les gens comparaient une situation en 2011 à celle de 2008, où on avait été chercher 2450 dans un moment un petit peu de folie. Configuration fondamentale n'était pas du tout la même. En 2008, on était pris dans tout un tas de tempêtes, Bear Stearns, Lehman, etc., AIG, et il y avait des risques de choc systémique immédiat, violent, de disparition de banques en 2 secondes, qui n'existaient plus en 2011. Ensuite, en 2008, les sociétés n'avaient pas encore beaucoup de liquidités, n'avaient pas pris leurs précautions. En 2012, fin 2011, les sociétés étaient bourrées de liquidités. Donc si le système bancaire s'arrêtait de tourner, les sociétés étaient un peu à l'abri du problème. Bon, voilà, vous voyez des choses comme ça. Ensuite, techniquement, je me disais que les gens, à part s'ils étaient restés, je ne sais pas moi, sur la Lune pendant les 10 dernières années, tout le monde était conscient qu'il y avait des risques graves, des risques court terme, moyen terme, long terme, parce qu'aujourd'hui, ces risques existent encore. D'ailleurs, si je vous pose la question, quelle est la différence? Connaissez-vous la différence entre septembre, octobre, novembre, décembre 2011, on était entre 2000, disons autour de 2008, et aujourd'hui, donc on est à 3005, quelle est la différence entre
ces deux moments. Comment? Je ne sais pas, moi la différence, il y en a une seule. C'est qu'à l'époque on était à 2008 et aujourd'hui on est à 3005. C'est la seule différence. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est des raisonnements bruts de décoffrage. Mais pour moi, les menaces existent toujours. Elles sont extrêmement fortes, extrêmement menaçantes, extrêmement nombreuses. Mais nous sommes tous conscients que ces menaces sont présentes. Et donc, ça veut dire que les gérants, les spéculateurs ont moins acheté, se sont moins mis en risque. Et s'il y a moins d'acheteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de vendeurs potentiels, parce qu'un acheteur, c'est un vendeur potentiel. C'est un phénomène simple, mais extrêmement important sur les marchés. À partir du moment où vous avez acheté, vous n'êtes plus une force agissante. Vous êtes passif, vous subissez. Donc, s'il n'y a pas trop d'acheteurs, il n'y a pas trop de vendeurs potentiels. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser. C'est potentiellement, si le marché fait ça, comment va-t-il réagir? Et je vais, pour me faire une idée, faire un mélange de techniques, de chartistes, de fondamentales. Mais la décision finale sera toujours prise sur des bases techniques et chartistes. Qu'est-ce que le chart? Le chart, l'analyse de chartiste, c'est l'interprétation psychologique du marché à l'instant T. En grande partie, en tout cas, c'est cela. L'analyse chartiste, c'est plus, si vous voulez, une science humaine qu'une science exacte, bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Et donc, la compréhension de l'état psychologique du marché, c'est de connaître parfaitement bien, et quand je vous dis parfaitement bien, c'est très important, toutes les forces agissantes sur un marché. Celles des gérants, des spéculateurs, des arbitragistes, de tout le monde, de tout le monde. Et il y a des gens qui font des chartistes, plus ou moins bien. Moi, en tout cas, j'ai la prétention de le faire bien. Vous savez, sur BFM, j'aime bien faire ce que je fais. Je le fais depuis longtemps. Hein. On n'est pas payé pour ça, je vous le dis, hein, parce que les gens croient que je suis payé. Non, non, je le fais parce que j'ai envie de montrer que je sais le faire, ben voilà, à un moment donné, c'est peut-être aussi une forme de recherche de reconnaissance, pourquoi pas, de partage d'un savoir, pourquoi pas, je ne sais pas, jugez ce que vous, enfin, pensez ce que vous voulez, je ne sais moi-même pas pourquoi on le fait comme ça gratuitement pendant 15 ans, et en même temps, c'est vrai, je pense qu'il y a une certaine forme de recherche de reconnaissance, de montrer qu'on sait faire des choses. Quand on aime ce métier, qui n'est pas facile, moi je le joue comme une partie d'échecs, quand on y arrive bien et que c'est difficile, hein, c'est vrai qu'on est un peu fier de ce qu'on fait, c'est normal. En tout cas, je ne me sens pas du tout un trader, vous savez, ceux qui ruinent les pauvres gens. Enfin, moi, je suis au contraire un trader qui vient ramasser en bourse ce qu'il a besoin pour vivre, pour manger, Donc je prends en bourse, comme je vais à la pêche, je prends 5 poissons, je rentre chez moi, là, je vais sur le marché, je prends un peu d'argent et voilà, je ne cherche pas à devenir milliardaire. En faisant comme ça, je vous garantis, on devient assez vite tout de même millionnaire. C'est pas très compliqué. Mais bon. Pour gagner de l'argent, il ne faut surtout pas vouloir en gagner trop vite. Franchement, ça, c'est un des principes de base importants. Moi, je me suis en tout cas jamais pressé. Alors, cette compréhension de l'ensemble des métiers, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein, mais il faut comprendre comment fonctionnent les actions, comment fonctionnent les options, comment fonctionnent les futurs, et comment fonctionne l'interaction de tous les marchés entre eux. Très, très important. À partir du moment où vous connaissez toutes les forces agissantes, vous pouvez commencer à décrypter le message codé que représente un graphique. Parce qu'un graphique, c'est un message codé. Ce sont des prix qui se suivent, qui forment une courbe, et cette courbe, c'est un message codé. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le codage, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Et pourtant, tout est inscrit là-dedans. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur, tous les jours sur BFM. Quand ils me parlent de qu'est-ce que vous pensez de ça, je leur dis, je ne connais pas, je m'en fous. Bon, bien sûr que je connais, bien sûr que... Bon, d'ailleurs, quand j'entends certains en parler, moi, je préfère me dire, j'ai pas la légitimité pour en parler, parce que je ne suis pas un spécialiste. Et j'ai envie de rajouter, et eux, ils feraient mieux de se taire aussi.
parce que le peu que j'ai pu en dire sur, par exemple, le problème grec, là, on pouvait... Enfin, moi, je sais pas, ça me paraissait assez évident qu'on allait vers un problème, que ça allait se régler de cette manière. D'ailleurs, je l'avais annoncé, que la dette des Grecs avait été rachetée par des hedge funds, en grande partie, qu'ils avaient acheté ça comme une option, qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, et qu'ils iraient jusqu'au bout pour activer les CDS, et ce qui s'est passé. Parce que les banques se sont défaussées, continuent à se défausser. Observation, on voit qu'ils se défaussent. Qui achète des hedges? Les hedges, ils achètent ça comme une option. Et à la fin, ils bloquent le processus, vous savez, volontaire pour justement déclencher l'activation des CDS. Bon, voilà. Alors, le marché, à l'époque, je le voyais venir vers 3450. Arrivé à 3450, c'était mon scénario principal. Moi, en fait, je fais des scénarios comme quand je joue aux échecs, je faisais des variantes. Les variantes aux échecs, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs coups possibles. Là, c'est beaucoup plus simple, soit ça monte, soit ça baisse, soit ça bouge pas. Arrivé à 3450, il y avait deux possibilités. Le marché continue de monter ou le marché rebaisse. D'accord ? Scénario partant de 2008, franchement, entre les deux, c'était 50-50. Voilà. Si le marché monte, je m'étais fixé un point haut 2012 possible à 3650. Voilà, 3600, 3150. Dites-moi, à partant de 2008, alors que tout le monde voyait 1700, c'était plutôt... il y en a qui me considéraient comme un fou. Si le marché rebaissait à partir de 3450, je pensais qu'il allait revenir vers 3240, et déjà dans mon scénario, j'achetais pour jouer la reprise jusqu'à éventuellement 3600, 3650. Vous voyez, c'est clair, net et précis. Si le marché repasse sous 3240, j'attaque à la baisse. Voilà. Si le marché monte de 3450 à 3150, entre 3450 et 3650, je reste méfiant, je privilégie les écarts, je considère que le marché va avancer mais laborieusement, et j'accumule les écarts, et j'achète sur tous les retracements. Tous les retracements. C'est ce que j'ai fait ces derniers mois. Voilà, donc ça c'est un plan. Et je passe baissier, donc sous 3240. Donc ce plan, je l'ai réalisé. Et pour ceux qui... Bon, je ne l'ai pas là, mais c'est pas mon PC, etc. Mais pour ceux qui suivaient, vous savez, les portefeuilles que j'avais démarrés, qui montaient comme ça, qui montaient, je vous signale qu'aujourd'hui, il est au plus haut historique, tout en haut. Donc ça a continué tranquillement, hein, sans prendre de risque, de progresser, basé sur les options, un petit peu de futur, mais surtout des options. Donc pour l'instant, on est dans la phase, on va dire, de digestion de l'extension qu'on a faite à 3600. Je déclenche un signal de retournement de tendance à la baisse sous 3240. Hier, j'ai déclenché un signal de vente intraday sous 3410 pour jouer 3380 et 3350. Les 80 ont été atteints, pas les 3350. Et je fais de l'intraday. On va dire que l'espérance de passer acheteur fort et de laisser porter une position, probabilité de réussite, 0, très faible, donc je ne fais pas. Probabilité de laisser porter une position à la vente et de gagner beaucoup d'argent pour l'instant, très très faible, je ne fais pas. Donc je privilégie les écarts. C'est le boulot du trader. De toute façon, vous savez, on vous fait croire que les banques gèrent leur argent comme ça, en investissement sur du long terme. On vous dit, oui, la bourse, il faut investir à long terme, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Non, non. Les banques, elles font ça pour vous, elles achètent long terme pour vous, et pour elles-mêmes, elles font tourner la machine à spéculer à fond la caisse. Hein. Ça, c'est arbitrage, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous savez, il faut bouger, il faut faire des écarts, il faut acheter, il faut vendre, avec un plan, évidemment, avec un plan précis, parce que quand on est dans l'action, c'est très difficile de ne pas craquer mentalement. Donc il faut avoir des plans assez précis pour être efficace sur les marchés. Sans plan... Moi, vous savez, je dis toujours à mes élèves, tout ce que je fais
est basé sur des repères. Des repères. J'entends par repères des signaux techniques, des signaux chartistes, des niveaux de chartistes. Donc par exemple, j'ai deux types de repères. J'ai des repères statiques et des repères dynamiques. Les repères dynamiques sont les signaux par rapport à une analyse chartiste intraday, des figures intraday, et des repères statiques, c'est les points que je vous ai annoncés, qui sont des repères définis à l'avance, considérant que de toute façon, l'importance d'un prix est une constante, et si le prix était important à 3450 en 2011, il sera important probablement en 2012, et en tout cas c'est pour ça que c'était l'objectif que je m'étais fixé pour la reprise des marchés. Voilà, donc moi je bosse comme ça, sur des repères. Bon, sur du bon sens, j'essaye de le faire fonctionner évidemment, pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue. C'est important de comprendre cet environnement. Aujourd'hui, il est important de comprendre que tout le monde est conscient de la situation. Pourquoi on a eu une hausse comme ça, on va dire, entre 2008 et 3450, puis on s'est arrêté un moment et on a refait une extension à 3006. Parce que tous les signaux techniques étaient au vert. Tous les fondamentaux étaient au rouge. Mais plus vous réduisez l'horizon de trading, plus on doit se baser sur le technique. Le fondamental peut éventuellement servir dans une perspective long terme. Donc en gros, on avait des menaces sur du long terme, et on avait à court terme des considérations techniques favorables. C'est pour ça qu'on est resté tout le temps avec des considérations techniques favorables. Long terme, on a pu considérer qu'on verra plus tard, peut-être que les problèmes seront évacués d'une manière ou d'une autre, et le marché a progressé. La difficulté consistait à comprendre justement cet état du marché. Et il y a eu plusieurs phases où les gens ont beaucoup douté. Sur BFM, on m'a rentré dedans à plusieurs reprises. Notamment entre 3000 et 3200. Moi je disais tous les jours, le marché n'est pas vulnérable. Techniquement, donc à court terme. Il n'est pas vulnérable, donc ça peut monter, je vois rien, et pourtant on parlait toujours, oui mais Jean-Louis, il y a ci, il y a ça, je m'en fous, tout le monde le sait. Donc de toute façon, tout le monde le sait, tout le monde a pris sa précaution, donc si tout le monde a pris sa précaution, ceux qui achètent le font en connaissance de cause, et s'ils achètent, ils vont pas vendre pour rien, enfin ils savent qu'il y a un problème, et donc s'ils ont acheté, c'est qu'ils ont probablement des raisons. Je pense que chacun a ses raisons. Et l'addition de tout cela fait que le marché n'était pas vulnérable. Et il y a eu un moment crucial où j'ai maintenu cette affirmation. Au pire moment, c'était le fameux vendredi, quand le marché a commencé à dévisser sur la rumeur de la dégradation du AAA en France. C'était quand même pas mal, parce que le marché a commencé à baisser, et à 16h tous les vendredis, d'ailleurs je vais le faire tout à l'heure, à 16h15, Sébastien Coinon me dit mais là, il y a des rumeurs de dégradation de AAA, le marché va s'effondrer lundi. Ah bon? Je sais pas, non. Pour moi, mes indicateurs sont au vert, tout est au vert, le marché n'est pas vulnérable. Et à ce moment-là, il venait de perdre quand même 30, 40, 50 points. Alors là, évidemment, je me fais un peu chauffer, parce qu'ils veulent aussi faire un petit peu de buzz, hein, ils veulent faire... Alors moi j'ai dit, écoutez, non, c'est pas vulnérable, techniquement, je suis désolé, je regarde tout, pour moi c'est nickel, le marché, il va pas baisser, enfin, il n'y a pas de raison. Le soir, on était à 3002, et dans la foulée, on est monté à 3004, 3005, 3006. Voilà. Aujourd'hui, le marché, il n'est pas encore vulnérable. Voilà. Aujourd'hui, le marché, si vous voulez, c'est une respiration, c'est sûr qu'on a eu... Moi, alors, en pur intraday, ce que j'ai fait avec mes clients, moi je leur envoie des messages chaque jour. Il y a 4 jours, je leur ai dit, voilà, on devrait s'arrêter. Et puis surtout, j'ai allumé des warnings. Donc je leur ai dit, warning, c'est ce que j'ai employé dans mes textes. Les warnings sont allumés. On devrait, attention, faites gaffe, on devrait pouvoir revenir entre 3004 et 3350. Donc attention, voilà, donc il faut surtout plus acheter, il faut vendre, il faut se mettre liquide, il faut vendre à découvert quand on recherche à faire de l'intraday. C'est ce qu'on cherche à faire, hein, gagner le plus vite possible, quand même de l'argent. Enfin, je sais pas, vous, mais en tout cas, je pense que la plupart des gens, si vous êtes là, c'est que vous avez une approche dynamique. Donc moi,
je suis toujours très clair dans mes directions. Je peux ne pas me faire comprendre, je sais, je ne parle pas toujours comme vous pourriez le comprendre, je ne m'exprime pas forcément toujours bien, mais je dis que je suis soit acheteur, soit vendeur, soit en dehors du marché, j'essaye d'être le plus clair possible. Alors sur le CAC 40, là en ce moment, je suis plutôt en dehors du marché. Ce n'est pas un grand moment de bourse, comme souvent je le dis. Sur les options, je ne fais pas grand-chose non plus parce qu'on a une baisse des volatilités. Donc moi je suis structurellement vendeur d'options en ce moment. Ben, j'ai des ventes mais que j'ai réalisées. Aujourd'hui, si vous voulez, je ramasse les gains de positions que j'ai prises en septembre, octobre, novembre, décembre 2011. Bon, ça y est, je crois que mars, là, ça va être les dernières opérations. Oui, mars, avril, là, c'était les dernières. Oui, non, c'était en mars. Ouais, donc c'est fini. Maintenant, je suis en train de ramasser ce que j'ai pris plutôt en janvier. Et ensuite, ça sera sur juin, et ensuite, ça sera sur septembre. Donc, je ne fais en ce moment pas grand-chose. Vous savez, mon comportement, là, c'est un comportement d'opportuniste. J'attends. Ce matin, je faisais un cours, ce matin, puis je leur disais, bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose, mettez-vous derrière moi, puis regardez comment on peut bosser. Tout d'un coup, j'ai un signal, il n'y avait rien. Tout d'un coup, un signal sur une valeur, Ibrigenix. J'y suis allé, j'ai fait, je sais pas moi, ça a duré 5 minutes. J'ai fait carton plein, 5 minutes. Et après, hop, temps mort. À propos de temps mort, d'ailleurs, aujourd'hui, les marchés sont dans un temps mort de la crise. C'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe, de l'hésitation. Le marché ne sait pas trop où il veut aller. Personne ne prend d'initiative. Avec, pour que vous compreniez le fond du marché, des gérants qui sont plutôt sous-investis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché monte, ils sont sous-investis. Si le marché baisse, évidemment, ils en auront toujours trop. Mais si le marché monte, ils sont sous-investis. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'acheter si ça monte. Les marchés financiers sont avant tout des outils techniques plutôt qu'une représentation de l'économie. Tout le monde le sait maintenant. Je l'ai répété 100 fois, je pense que vous en êtes conscients. Les marchés sont des outils. On les compte en 20 ans, 25 ans, on est passé de la préhistoire à la haute technologie. On est passé de marchés qui cotaient entre midi et 14h à des marchés qui cotent en continu, à l'arrivée des dérivés, à l'amplification des phénomènes dérivés, des dérivés, les options, les futurs, etc., etc. Ça a pris de l'ampleur, ça a pris de la force, jusqu'à l'explosion qu'on a connue donc en 2008. Donc voilà, aujourd'hui, situation saine, pas un grand moment de marché, pas grand chose à faire, c'est calme. Donc je vous ai fait un plan comme ça sur le CAC 40 et là je vous ai mis les graphes pour simplement vous montrer avec quoi je travaillais moi en intraday. Alors prenons par exemple le futur, voilà. Moi je travaille avec des courbes comme ça, extrêmement simples. Ce sont des bougies de 2 minutes, un DMI, enfin un histogramme, donc je ne me sers même pas ni de l'ADX, ni rien. De toute façon, l'analyse technique, ça ne marche pas. Prise tout seul, ça ne marche pas. Alors, évidemment, quand il y a un grand mouvement, ça fonctionne. Mais il faut des grandes tendances. Un marché qui commence à chercher, c'est fini. Comme le marché, en ce moment, passe les 300-400 ans à ne rien faire, dites-vous bien que s'il fallait suivre des signaux techniques purs et durs, on aurait perdu beaucoup d'argent. Donc mon approche, elle est chartiste et technique, c'est-à-dire les deux. À chaque fois, ce que je fais, c'est basé sur de l'analyse technique et de l'analyse chartiste, considérant tout d'abord ce qui va être le premier facteur décisionnaire, c'est l'analyse chartiste. D'abord parce que l'intérêt de l'analyse chartiste, c'est que je peux mettre en place un plan d'attaque basé sur une observation du marché, basé sur un décryptage du code que le marché m'envoie, de cette étape psychologique à l'instant T. Et donc après, le technique va m'aider peut-être à rechercher le timing nécessaire à l'opération. En tout cas, à m'empêcher de faire des bêtises. Parce que comment faire un bon coup en bourse, surtout,